Je m'appelle Griffin Miles et je n'ai jamais eu peur du travail. Du vrai travail. Celui qui laisse les mains à vif et le dos douloureux. Qui laisse des callosités dans les paumes et des grains de sable sous les ongles. J'avais 15 ans la première fois que j'ai pris un marteau sur un vrai chantier, suivant mon père dans une équipe d'été sous le soleil implacable de l'Arizona. À 20 ans, je pouvais couler une dalle en dormant et lire des plans comme des livres saints. À 31 ans, j'étais chef de projet principal pour Miles & Sons Contracting, supervisant 6 projets immobiliers dans la région métropolitaine de Phoenix, responsable de dizaines d'équipes, de budgets de plusieurs millions et d'une réputation que je portais comme un insigne. J'étais fier de ce que j'avais construit, de ce que j'étais devenu. Mon mariage avec Sierra semblait être le prolongement naturel de ce succès. Elle était posée, brillante, une infirmière en traumatologie capable de garder son calme sous la pression et de faire en sorte que les inconnus se sentent pris en compte dans les pires moments de leur vie. Nous nous sommes rencontrés lors d'une construction caritative pour un hôpital pour enfants. Le genre de projet public qui fait bonne impression dans les communiqués de presse, mais qui a plus de valeur concrètement. Elle apportait du café sur le chantier tous les matins cette semaine-là. Elle souriait aux gars. Elle riait à mes blagues, même si je savais qu'elles n'étaient pas drôles. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés sous une tonnelle à ossature bois que j'avais construite moi-même. Le soleil lui caressait les cheveux comme s'il l'avait attendu toute la journée. Nous avons acheté une maison ensemble 6 mois plus tard, mais j'ai versé la compte. Je voulais qu'elle soit à nous, mais je voulais aussi lui offrir quelque chose qu'elle n'aurait pas à construire elle-même. Cette maison est devenue notre sanctuaire. Nichée au pied des collines, juste à l'extérieur de Scottsdale. 3 chambres, poutres apparentes, pierres posées à la main, j'avais personnellement signé. C'était plus qu'un toit au-dessus de nos têtes. C'était une promesse. Du moins, c'est ce que je pensais. On ne remarque pas la barre dans une maison tout de suite. Elle se cache derrière les murs et sous les planchers, à des endroits qu'on ne regarde pas, parce qu'on a confiance en ce qu'on a construit. Je pensais avoir une vie solide. Sierra et moi n'étions pas tapas accent grave-l'œil, mais nous étions stables, constants. Elle travaillait 3 soirs par semaine, parfois 4 si son unité avait besoin de couverture. Je quittais la maison à 18 h, rentrais juste après le coucher du soleil, et si elle était libre, nous mangions en terrasse et parlions de tout et de rien. Elle plaisantait sur le fait que je travaillais trop dur. Je la taquinais parce qu'elle ne me laissait jamais m'occuper du linge parce que je le pliais mal. Nous n'étions pas parfaites, mais je ne nous ai jamais remises en question. Je ne l'ai jamais remise en question. Ce fut ma première erreur. Dans le bâtiment, on dit que le marteau a du poids non seulement à cause de son métal, mais aussi à cause de ce qu'il représente. C'est la décision, la précision, la force, les conséquences. Chaque fois que j'ai brandi un marteau, je savais où je visais et pourquoi. Mais personne ne vous prépare à ce poids invisible. Celui qui vous pèse lorsque la vie que vous avez construite commence à vous murmurer que quelque chose ne va pas. Ça a commencé petit. Sierra a pris quelques heures supplémentaires. Rien d'inhabituel. Les infirmières font ça tout le temps. J'étais fier de son dynamisme, même si cela signifiait qu'on se croisait comme des navires certaines semaines. Mais ensuite, elle a commencé à rentrer plus tard, fatiguée d'une autre façon. Pas seulement physiquement épuisée, mais aussi mentalement distante. Elle a arrêté de me poser des questions sur mes projets. Elle a oublié quelques dîners prévus. Elle a ri un peu trop fort au texto de sa meilleure amie Nila. La même femme qu'elle qualifiait autrefois de chaotique et peu fiable. J'ai haussé les épaules. Je ne voulais pas être ce mari, le genre soupçonneux, celui qui surveille les plannings ou consulte son téléphone pendant que sa partenaire dort. J'avais vu ce genre d'insécurité sur d'autres sites d'emploi. Je l'avais entendu dans la voix d'hommes qui pensaient qu'un salaire était synonyme de loyauté. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas nous. Mais le samedi est arrivé. Je me suis garé dans l'allée après une réunion avec un fournisseur 3 heures plus tôt. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Le genre de silence qui se presse contre les fenêtres et attend qu'on le remarque. J'ai franchi la porte d'entrée, m'attendant à ce que Sierra dorme après une nuit de travail. Au lieu de cela, j'ai vu 2 tasses à café à moitié vides sur le comptoir de la cuisine. L'une avec du rouge à lèvres, l'autre avec un anneau familier de sucre à la cannelle sur le bord. La préférée de Brison, mon frère. Sur le moment, j'ai trouvé ça bizarre, certes, mais pas accablant. Brison était toujours un peu trop à l'aise partout où il allait. Il passait toujours les portes avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais vraiment rien gagné.
Il avait 26 ans, vivait de la bienveillance de sa famille, de sa beauté et de son charme. Je l'avais renfloué 2 fois de dettes de carte de crédit. Je lui avais trouvé un emploi dans notre cabinet après qu'il ait raté ses études d'immobilier. Il a tenu 3 semaines avant de démissionner à cause du stress des horaires. Mais Sierra l'a toujours apprécié. Elle disait qu'il la faisait rire. Je me suis dit qu'il était peut-être passé pendant mon absence. Il lui avait apporté du café. Peut-être essayait-il de grandir. Mais ce jour-là ne m'a jamais quitté. La 2e tasse non plus. Je me disais que j'imaginais des choses, que j'étais fatigué, surmené, paranoïaque. Mais une fois que le doute s'installe, il ne disparaît pas sans laisser de traces. Il persiste, rongeant les limites de votre confiance comme des termites derrière du placoplâtre. Je me suis surpris à remarquer des choses que je n'avais jamais recherchées auparavant. Son téléphone toujours face cachée. Le changement de voix lorsqu'elle répondait à certains textos. La façon dont Brison a cessé de me regarder dans les yeux quand je mentionnais Sierra dans la conversation. Pourtant, je n'ai pas affronté. Pas encore. Parce que confronter aurait été une confirmation, et je n'étais pas prêt à la confirmer. Alors j'ai continué à travailler, marteau à la main, le front en sueur, me disant que je construisais quelque chose de réel, quelque chose de durable. Mais au fond de moi, je savais que les poutres bougeaient, les fondations tremblaient, et que quelque chose de laid, de creux attendait de s'effondrer. Je me souviens du jour où le rythme a changé comme un métronome dans ma poitrine, qui sautait une. Rôti braisé. Notre vieille recette familiale au goût de souvenirs et de chaleur. Le carnet rouge était fermé sur le comptoir, ses pages remplies de confessions et de calculs secrets, enfermées sous clé. Elle a souri en me voyant, les rides de son visage adoucies par le contentement plutôt que par la tension. Le dîner est presque prêt, a-t-elle dit en glissant une louche sur la marmite. J'ai respiré l'arôme savoureux et glissé une main dans la sienne, la serrant doucement. Merci, ai-je dit d'une voix lourde de gratitude et de soulagement. Elle a hoché la tête, ses yeux reflétant la lumière d'une vie renouvelée. À cet instant, j'ai compris que la reconstruction n'était pas seulement une question de gouvernance d'entreprise ou de frontières familiales. Il s'agissait de repas partagés, de conversations honnêtes et du courage de confronter ce qui était cassé. Les fondements que nous avons posés à partir de maintenant seraient un examen minutieux, et si des fissures apparaissaient, nous les aborderons immédiatement. Le poids du marteau était toujours là, forgé par chaque trahison et chaque triomphe. Mais maintenant, je l'ai exercé de sagesse gagnée par le feu. L'histoire de ma famille, autrefois définie par la tromperie, est devenue un plan pour la résilience. Le testament que les décombres et la ruine ne sont pas la fin, mais les matières premières pour quelque chose de plus durable, plus authentique et infiniment plus réel. Des décombres et des reconstructions. J'ai regardé ces mots prendre forme dans mon esprit alors que je naviguais dans le lot nettoyé où l'ancienne fondation gisait autrefois comme un cadavre de promesses brisées. Le directeur du site m'a remis les plans révisés, les couloirs plus larges pour l'accessibilité, les panneaux solaires intégrés dans chaque ligne de toit et récupéré les accents sur lesquels j'avais insisté. Mes doigts ont tracé les lignes de crayon, chaque coup de vœu que cette fois, chaque faisceau reposait sur l'honnêteté et l'examen. Revenant au bureau, j'ai glissé les documents sur le bureau de Lorraine. Elle les a approuvés avec un hochement de tête croustillant, sa confiance dans notre gouvernance renouvelée alimentant la mienne. Maman nous a rejoints quelques instants plus tard, offrant un sourire calme qui ressemblait à une bénédiction sur les plans que nous partagions maintenant. Ensemble, nous avons finalisé les budgets et les horaires, assurant la transparence dans chaque clause contractuelle, chaque facture du fournisseur. Le fantôme des décisions unilatérales de papa s'est senti impuissante sous le poids de notre surveillance collective. Plus tard dans l'après-midi, Brison est apparu à l'improviste, les joues rouges de fierté. Il m'a tendu une photo de son nouvel appartement, des murs nus, un seul canapé et une fenêtre donnant sur le parc de la ville. J'ai commencé à économiser pour les meubles et le loyer, a-t-il déclaré. Sa voix tenait une timidité que je n'avais pas entendue auparavant, une humble reconnaissance de responsabilité. J'ai ébouriffé ses cheveux, lui disant de tendre la main s'il avait besoin d'aide avec son tableur à budget, et je l'ai regardé partir avec un pas plus léger que je n'en avais vu depuis des années. Alors que le crépuscule tombait, je suis rentré chez moi devant les maisons squelettiques qui s'élevaient le long de la rue, illuminées par des lumières de construction. Leurs cadres brillaient comme des ligouses me guidant vers notre maison rénovée. À l'intérieur, maman avait repeint le salon dans des orchidées gris doux et des orchidées fraîches perchées sur le manteau, des symboles de résilience et de floraison. Je coule dans le canapé, inhalant le péché de la nouvelle peinture et de l'espoir. Mon téléphone buste,
Cali Rivera, confirmant nos plans de dîner. L'ingénierie et les émotions, j'ai réalisé, sont construites de la même manière, sur des calculs précis et une confiance tacite. Et ce soir, je me laisse croire que ce que nous reconstruisons des cendres peut rester à jamais. 8 mois se sont écoulés depuis que la fondation de ma vie s'est ouverte et je dors facilement maintenant. Pas de cauchemar de pourriture cachée ou de plans secrètes. Mon entreprise prospère sous un leadership transparent. Lorraine et maman guident la mission de l'entreprise envers les développements axés sur la communauté, et je supervise chaque site avec un œil pour la structure et l'intégrité. Les maisons de la ville que nous avons dû démolir une fois plus fortes, équipées de systèmes et de conceptions universelles qui reflètent notre engagement envers l'honnêteté et la qualité. À la maison, les murs gris du salon et les orchidées blanches me rappellent quotidiennement que la beauté peut émerger de l'épave. Cali Rivera est devenue plus qu'un compagnon de dîner. Elle est mon partenaire dans la vie et le travail. Ensemble, nous esquissons des plans pour un complexe de logements mixtes bénéficiant aux familles locales. Son esprit d'ingénierie a affiché mon instinct de construction. Nous rebondissons des idées dans ma table de rédaction. Le rire et le débat résonnant comme un rythme cardiaque sain. L'entreprise de ma mère vient de gagner un contrat de logement municipal, et j'ai applaudi en montant sur scène pour l'accepter. Sa confiance en tout témoignage est un témoignage du pouvoir de récupérer son récit. Brison visite le week-end maintenant, transportant sa propre boîte à outils et atterrissant de petits concerts de menuiserie sur nos sites. Il plaisante en disant qu'il gagne enfin son donjon, mais je vois la fierté de ses mains stables. Sierra a envoyé des mises à jour sur le bébé durant 3 mois, et bien que nous ne soyons plus mariés, j'ai accepté de copar avec des limites claires et un respect mutuel. Quand je pense à l'enfant qui arrivera, je choisis de voir cette vie comme un nouveau plan dessiné dans la vérité plutôt que comme une tromperie. Parfois, je passe devant la fenêtre de bureau vide de mon père, ses stores fermés, les histoires de son empire ont fermé ses portes, et je ne ressens ni triomphe ni pitié, seul soulagement que nos murs se tiennent maintenant sur un sol solide. Certaines maisons tombent, certaines maisons brûlent. Ce que nous reconstruisons des cendres, de la confiance, de la famille et du but perdure. Et comme je martelais le dernier clou sur notre dernier projet, je sais que cette fois, il y restera pour toujours. Mesure à chaque fois que je pensais à l'emploi du temps changeant de Sierra. Pendant des années, nous avions fonctionné à la même cadence. Elle travaillait 3 fois par semaine en traumatologie, de longues nuits, sur des cas difficiles, et je construisais des maisons le jour. Chaque coup de marteau nous rapprochait du son de soulagement qu'elle exprimait lorsque je franchissais la porte. Nous avons appris à composer avec nos vies chargées, à finir les phrases de l'autre au petit déjeuner et par SMS, à combler les trous là où le temps avait creusé des trous. Mais ensuite, presque imperceptiblement au début, elle a commencé à faire des heures supplémentaires. Un vendredi s'est transformé en samedi. Un samedi s'est transformé en dimanche. Chaque fois que je lui demandais son emploi du temps, elle affichait ce sourire fatigué, posé, désolé, et disait « Ils ont besoin de moi, ma puce. » Je me rattraperai. Je la croyais. J'admirais même sa patience. Mais l'admiration s'est transformée en bandeau lorsque la curiosité m'a poussé à jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, mon jeune frère, Brison, a commencé à arriver chez nous avec une nouvelle régularité. Je pensais qu'il essayait peut-être de faire ses preuves pour se faire une place dans l'entreprise familiale ou pour prouver qu'il n'était pas le puits que j'avais tant sauvé. Il faisait marche arrière avec son pick-up bleu acier dans notre allée à des heures indues. Toujours pendant que j'étais en visite de chantier. Un jour, je suis rentré à la maison en m'attendant au silence et je l'ai trouvé adossé au capot, le téléphone collé à l'oreille, les sourcils froncés par une conversation urgente. Il m'a salué en me voyant comme si de rien n'était. Il apportait 2 tasses de café à Sierra, l'une dans un mug de voyage cabossé estampillé de mon ancienne mascotte de lycée, l'autre dans une fine tasse en porcelaine blanche que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'entendais rire dans la cuisine, cette mélodie inimitable qui n'appartenait autrefois qu'à moi. Naïvement, je lui accordais le bénéfice du doute. Je pensais qu'il se rachetait, que notre relation évoluait enfin. Je voulais croire qu'il mûrissait, qu'il trouvait la stabilité comme un plan se déployant tout au long de sa vie. Mais certaines structures sont construites sur du sable mouvant. Tard un soir, après 12 heures passées sur un chantier en centre-ville qui m'avait presque brisé le dos, je me suis garé dans l'allée. La lumière du porche était allumée, mais la maison était d'une obscurité troublante. Par la fenêtre de devant, j'ai aperçu la silhouette de Brison près de l'îlot central, les épaules voûtées sur une boue fumante. J'ai éteint les phares du camion et me suis glissé à l'intérieur sans un bruit. Sierra se tenait près de l'évier,
les bras enroulés autour d'elle comme un papillon de nuit essayant d'échapper à une nuit trop froide pour ses ailes. Brison me tournait le dos, mais je sentais sa surprise, son corps se tendait comme un ressort. Je me suis éclairci la gorge. Sierra s'est retournée, les yeux écarquillés, et a paniqué un instant avant de retrouver son calme. Brison a posé sa tasse, une gaieté artificielle plaquée sur son visage. « Eh, Griff » dit-il en prenant juste un café avant de rentrer. Seul, j'aurais cru à ce geste. Seul, je l'aurais peut-être réprimandé de ne pas avoir appelé avant. Mais à cet instant, entre la posture embarrassée de Sierra et son salut trop désinvolte, une intuition menaçante me tira, me murmurant que j'étais à l'aube d'une révélation que je n'étais pas prêt à affronter. Le lendemain matin, je perçais des trous et sciais des planches, le ronronnement de la scie circulaire étouffant mes pensées, mais le doute persistait. Un bourdonnement persistant sous mon assurance professionnelle. Quand Sierra rentra ce soir-là, elle sentait le café et le savon d'hôtel. Elle prétendit avoir fait un quart supplémentaire à Scottsdale et avoir dormi chez une collègue qui habitait près de chez elle. C'était plausible. Les hôpitaux envoyaient les infirmières dans des coins où elles avaient besoin de renforts, changeant les horaires sur un coup de tête. Mais pourquoi le péché de cette chambre d'hôtel lui collait-il si fort? Pourquoi me frôlait-elle comme une étrangère? Le regard vitreux, d'épuisement ou quelque chose que je ne pouvais nommer. J'ai ravalé mes soupçons comme un remède amer, me disant que c'était de ma faute. J'étais parti en inspection de chantier la majeure partie de la semaine. Je n'étais pas rentré pour combler les lacunes. J'avais laissé mon travail éclipser mon mariage. Ma conscience me harcelait, mais je la gardais sous des couches de délai et de budget. Puis vint le matin où je trouvai le gobelet à emporter caché derrière la poubelle de recyclage, le couvercle taché d'un rouge à lèvres couleur grenade, sombre, intense, inconnu. Mon cœur battait à chaque battement comme un marteau-piqueur. Je soulevai le gobelet avec précaution, comme s'il allait se briser, révélant la trahison que je soupçonnais. Je suivis la courbe du bord, le tourbillon de mousse séchée, et ressentis une pointe de colère si vive que je faillis le laisser tomber. Je le portai dans le garage et le jetai à la poubelle, claquant le couvercle comme un marteau. J'avais envie d'exiger des explications, d'affronter Sierra et Brison à cet instant. J'avais envie d'abattre les murs et de révéler la trahison. Je mentais, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. La peur me retenait. La peur de la vérité. La peur de détruire tout ce que j'avais construit. Mes soupçons se sont transformés en actes lorsque j'ai accédé au relevé GPS du camion de travail de Brison via le portail de l'entreprise, une chose dont je n'avais jamais eu besoin auparavant. Mais la panique m'a rendu imprudent. Les coordonnées ont clignoté sur mon téléphone. Plusieurs arrêts imprévus près de chez nous. J'ai tracé les points sur la carte. Le matin, j'étais sur le chantier. L'après-midi, j'étais en réunion. Le soir, j'aurais dû être à la maison. Mon sang se glaçait. J'ai imprimé les relevés, les ai multipliés, espérant une explication innocente. Aucune n'a émergé. Les reçus ont suivi. Les notes des dîners dans des restaurants à une demi-heure de l'hôpital. Les factures d'hôtel programmées pour elle. Des heures supplémentaires, chacune signée, chacune esquivant le compte-rendu rationnel d'une infirmière consciencieuse. Les preuves s'accumulaient comme des débris sur un chantier de démolition. Panique et trahison ont fusionné en une seule vague terrifiante. Et puis l'email qui j'ai brisé toutes mes illusions. Un objet que je n'oublierai jamais. Qu'il croit que c'est le sien. C'était de mon père à Sierra. Cessez de Brison. Je l'ai lu dans la faible lueur de mon écran d'ordinateur. Ma gorge se serrait. Le message disait, Griffin à la maison. Le poste. Il peut s'en occuper. Brison n'est pas prêt pour la paternité. Les paroles calculées de mon père s'articulaient comme des poutres renforcées dans un édifice de mensonges. Il le savait depuis des semaines. Il avait orchestré tout ça dans mon dos. Sierra était complice. Mon propre frère était complice. Mon père, qui avait bâti cette entreprise à partir de rien, privilégiait ma stabilité à l'honnêteté. Ils m'avaient utilisé comme base d'un plan qu'ils avaient concocté en secret. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine, martelant mes côtes comme un rappel urgent que la confiance, une fois brisée, est un trou béant qu'aucun clou ne peut combler. Je restai figé à la table de la cuisine jusqu'à l'aube. Les lumières de la ville devant ma fenêtre vacillaient comme de fausses promesses. Je revivais chaque instant des semaines passées. Son épuisement, ses visites matinales,
la chaleur inhabituelle de papa envers Sierra lors de notre brunch du dimanche. J'avais été aveugle, ivre de confiance. Maintenant, j'étais sobre, et le monde gisait en ruine sous mes pieds. Mon téléphone vibra. Un SMS de Sierra à 2h17 du matin, se pardonnant sa disparition, promettant quelque chose. Pour parler le matin. Je l'ai laissé sans le lire. Le sommeil m'a échappé aux premières lueurs du jour. Je me suis levé, chaque os de mon corps douloureux de chagrin et de trahison. Je suis entré dans le garage, j'ai pris mon marteau et je l'ai contemplé. Il avait toujours été mon outil de création, pour construire des choses faites pour durer. Mais maintenant, il me semblait être un instrument de jugement. Les fissures dans la structure de ma vie n'étaient plus des lignes fines. C'étaient des gouffres menaçant d'engloutir tout ce que j'avais construit. Je devais agir pour reconstruire ou m'en aller. Et tandis que le soleil de l'Arizona se levait, plus chaud et plus vif, je me préparais à la démolition d'une vie que je croyais mienne. La structure était fissurée, les poutres pourries, mais j'étais toujours debout. Et maintenant, j'allais décider comment terminer ce qu'ils avaient commencé. La nausée de Sierra commença comme un murmure, un flottement d'incertitude dans la lumière du petit matin lorsqu'elle s'éloigna de la table de la cuisine avant son service, glissant une main sous son chemisier, comme si elle se raidissait contre quelque chose de fragile en elle. Au début, elle attribuait cela à l'épuisement, à trop de garde à la chaîne, au manque de sommeil, à l'immobilité. Lorsqu'elle s'est enfin effondrée dans son lit, je l'ai regardée se retirer dans la salle de bain avec un verre d'eau, j'ai entendu un léger cri de détresse derrière la porte close, et j'ai senti une peur monter en moi, incontrôlable. Nous suivions nos cycles depuis des mois, marquant les dates sur le calendrier comme des piquets d'arpentage sur un chantier, anticipant le moment où nos efforts porteraient leurs fruits. Chaque ligne de ce calendrier était la promesse d'un nouveau départ. Et maintenant, cette promesse vacillait sous le poids de sa terreur inexprimée. J'aurais voulu la serrer dans mes bras, lui demander directement ce qui n'allait pas, mais les mots restaient coincés dans ma gorge, lourds comme du béton. Au lieu de cela, je l'ai embrassée sur la tempe avant qu'elle ne parte travailler, murmurant que je l'aimais et qu'elle m'appelle si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle a souri malgré la tension sur ses joues tachées et a murmuré « ça ira », avant de disparaître par la porte d'entrée dans l'aube. Cet après-midi-là, j'ai fouillé. Je consultais mes relevés bancaires mensuels, assise à mon bureau, à la maison, essayant de me concentrer sur les offres et les plans. Mais mon esprit revenait sans cesse au visage verdâtre de Sierra et à la tasse vide près de l'évier. L'email de mon père, lui faisant croire que c'était le sien, était un spectre qui hantait mon imagination, un rappel obsédant que ceux en qui j'avais le plus confiance avaient fomenté une tromperie qui menaçait de saper les fondements même de ma vie. Je parcourus à nouveau les reçus. Hôtel à Scottsdale, dîner à Tampa, retrait aux distributeurs automatiques qui correspondaient à ses horaires d'urgence. Les preuves s'accumulaient, mais je résistais à l'envie d'examiner les schémas de trop près jusqu'à ce que je me force à les cartographier. Des arcs de surligneurs jaunes sur une impression reliaient les dates au lieu, la reliant à Brison, les reliant tous deux à ma trahison. La migraine qui suivit me fit l'effet d'un coup de marteau-piqueur. Je me calai contre le dossier de ma chaise, fermai les yeux et tentai de rassembler la patience et la lucidité dont je me félicitais sur le chantier. En les rouvrant, je résolus d'attendre qu'elle. Je n'avais pas encore avoué avant de voir les lignes sur le bâton. Tard un mardi soir, Sierra s'est glissée dans la chambre, se glissant sur le matelas dans l'obscurité à côté de moi. J'ai levé la tête, j'ai vu l'ombre de sa silhouette contre le mur et je me suis tourné vers elle, priant mon cœur de se calmer. Mais à la seconde où elle a parlé, toute prétention s'est dissipée. J'ai passé un examen aujourd'hui. Les mots ont résonné comme le cliquetis de l'acier sous mes côtes. Mon pouls a doublé. J'ai eu le souffle coupé. Je lui ai demandé de me montrer et elle s'est redressée, a sorti le petit bâton en plastique de la poche de sa robe et me l'a tendu. Les deux lignes, faibles mais indéniables, formaient un verdict silencieux. Je les ai fixées. La pièce tournoyait dans un carrousel d'incrédulité. 3 semaines de retard. Ni la grippe, ni l'épuisement, ni une erreur. J'ai dégluti, un goût de poussière et de trahison emplissant ma bouche. Quand l'as-tu su, ai-je demandé d'une voix rauque. Elle m'a regardé avec des yeux que je croyais autrefois n'avoir vus que pour moi. Des yeux désormais chargés de culpabilité et de peur, qui disaient, il y a 3 jours. Je me souviens d'être descendu du lit, d'avoir arpenté la pièce sous son regard, la robe glissant d'une épaule comme un drapeau blessé. Mes poings se sont serrés le long de mon corps, et je pensais n'avoir jamais ressenti la douleur glaciale de la véritable panique jusqu'alors.
La présence de mon père planait dans l'ombre de chaque décision que Sierra avait prise. Ces mots résonnaient dans son esprit, la poussant à se taire jusqu'à ce que je m'engage pleinement dans la maison, dans la sécurité qu'elle pourrait exploiter à ses propres fins. J'avais envie de crier, d'abattre les murs, mais le seul son que j'ai émis était un murmure étranglé. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle ferma les yeux comme si la douleur physique serait plus facile que d'admettre la vérité. « J'avais peur, murmura-t-elle. Il avait peur que je le quitte. » Elle parlait de Brison. Mon propre sang gisant à mes côtés toutes ces nuits à prétendre être le frère attentionné, à recueillir la pitié, le café et les moments volés dans notre maison. Toute mon existence était bâtie sur la confiance, la sueur et l'empilage minutieux. D'une planche à la fois. Un autre s'est effondré en un instant. J'ai senti le sol s'incliner sous moi, comme si les fondations sur lesquelles je comptais s'étaient déplacées, ouvrant un vide dans lequel je pouvais tomber à tout moment. J'ai touché la couette entre nous, la creusant à moitié pour cacher son visage triste, à moitié la repoussant pour la voir. Ma femme a avoué une trahison plus profonde que toutes les démolitions que j'avais jamais vues. Les lignes noires et blanches sur ce bâton évoquaient moins une nouvelle vie que le nouveau mensonge qui avait empoisonné chaque aspect de notre union. Les jours suivants, le comportement de Sierra est devenu plus frénétique. Elle arpentait notre terrasse sous la lumière éclatante du soleil de l'après-midi, se faisant des signes de la main, implorant un pardon que je n'étais pas prêt à lui accorder. Pendant ce temps, les appels de mon père restaient sans réponse, sa voix devenant plus froide sur ma messagerie. Je me suis retrouvé à rédiger une lettre mentalement, listant chaque tromperie, chaque courriel est reçu, chaque SMS tard dans la nuit. J'aspirais à une structure, à la discipline d'un plan pour guider ma colère, mon chagrin. Mais ce n'était pas le cas. Architecture. C'était une trahison. Une boule de démolition émotionnelle qui détruisait le cœur de mon identité. Tard un soir, ma mère, Deirdre, apparut dans le couloir devant mon bureau, silencieuse et résolue, le carnet rouge sous le bras comme une arme. Sierra se tenait là, les épaules tombantes, le regard creux, réalisant que l'allégeance de ma mère était la mienne. « Je sais », dit doucement maman, et Sierra trembla, comme si le savoir de ma mère avait plus de poids que mon incrédulité. À cet instant, je vis le schéma mis à nu, la manipulation de mon père, la tromperie de Sierra, la complicité imprudente de Brison. Ma maison était devenue une cage de secrets, et j'en étais l'occupant malgré moi. Je me retirai à l'atelier le lendemain matin, saisissant mon marteau et mes clous comme s'ils pouvaient m'offrir la seule clarté restante dans un monde devenu fou. Je commençai à démonter un mur à ossature défectueux que je prévoyais de réparer la semaine suivante, arrachant les clous avec une précision méthodique. Chaque éclat de métal était un petit exorcisme de ma rage. Je ne savais pas si je détruisais quelque chose que je pouvais reconstruire ou si je me contentais de déverser ma colère, me préparant à un effondrement inévitable. La voix de mon père, conspiratrice et suffisante, résonnait dans ma tête, et je frappais le marteau plus fort, plus vite, jusqu'à ce que le mur s'écroule à mes pieds. Ce soir-là, j'ai fait face à Sierra dans les ruines de notre salon. Le parquet et la poussière de plâtre tourbillonnaient autour de nous comme des confettis à un enterrement. J'ai brandi le test de grossesse, ces deux lignes la fixant à la lumière de la lampe, et j'ai dit, c'est la vérité, et tu m'as menti sur tout le reste. Ses larmes ont tracé des traces argentées sur ses joues, mais cet instant m'appartenait. Le schéma était clair. Maladie, secret, manipulation, trahison. Elle avait misé sur mon dévouement, sur la solidité de mon caractère, et elle avait perdu. Le pardon était un concept que j'avais autrefois défendu, capable de reconstruire des murs brisés et des fractures. Cœur. Mais cela me semblait impossible à présent, trop insaisissable. Le test de grossesse fut placé dans une enveloppe, preuve d'une vie planifiée dans l'ombre, et je le déposai sur la cheminée comme un trophée morbide. Je reculai, le laissant reposer là, parmi les photos d'époques plus heureuses, témoignage de l'instant où tout avait changé. Dans cette nouvelle aube, debout parmi les planches brisées et la confiance ébranlée, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les schémas étaient mis à nu, les plans réécrits par la tromperie. Et maintenant, je devais choisir de rester debout au milieu des décombres, reconstruisant à partir des décombres avec une honnêteté sans faille, ou de laisser les fondations s'effondrer et de recommencer quelque chose ailleurs. Le poids de la trahison pesait lourd sur mes épaules. Mais j'avais construit cette vie de mes propres mains. Et si je la reconstruisais à nouveau, cette fois, ce serait moi qui tiendrais la plume. J'ai passé la majeure partie d'un mercredi après-midi à déchiqueter mon propre sens de la réalité. Cela a commencé dans le garage, sous les néons qui bourdonnaient comme des pensées désincarnées,
là où je branchais j'ai saisi le camion de travail de mon père dans le portail GPS de l'entreprise, ce que je n'avais jamais eu l'occasion de faire auparavant. J'ai regardé l'écran se charger, mon reflet se fracturant sur l'écran, et j'ai étudié ces points clignotants sur la carte. Chaque point était une trahison gravée dans de froides coordonnées. Des arrêts chez nous les jours où j'ai été enchaîné aux visites de chantier, de longues séances d'inactivité au bord du trottoir alors que j'aurais juré être le seul à vivre ici. J'ai imprimé le journal, l'encre maculant légèrement sous le poids de mes mains tremblantes, et je l'ai étalé sur le capot de mon camion comme une preuve sur une scène de crime. Les horodatages GPS correspondaient aux dates des heures supplémentaires inexpliquées de Sierra, et j'ai ressenti une première vague de justification mêlée de chagrin. Je me préparais à la confrontation que j'avais longtemps évitée. De là, je me suis réfugié dans mon bureau à domicile, autrefois sanctuaire de plans et de budget, devenu une cellule de crise pour débusquer les mensonges. J'ai passé au crible nos états financiers communs sur l'ordinateur, chaque clic le clou dans le cercueil de mes anciennes suppositions. Des reçus d'hôtel sont apparus au nom de Sierra. 3 nuits à Tampa, 2 à Mesa, tous crédités sur notre compte d'hébergement d'urgence. Un SMS de son responsable confirmant « chambre réservée pour une couverture de nuit ». Ce fut comme un coup de poing dans le ventre, car je n'avais rien vu de plus. J'ai copié ces PDF sur une clé USB. La petite clé s'est encombrée de preuves que je n'aurais jamais imaginées. Le bureau s'est assombri à mesure que le soleil disparaissait à l'horizon, et une seule lampe de bureau a éclairé les reçus et les relevés GPS, projetant de longues ombres qui ressemblaient à des fissures dans les murs de mon esprit. Mais la véritable bombe se cachait au fond d'un fil de discussion électronique découvert par pur hasard. Je parcourais la correspondance professionnelle de Sierra, espérant contre tout espoir trouver une explication anodine, lorsque je suis tombé sur un objet indiquant qu'il croit que c'est le sien. J'ai eu le souffle coupé. Le courriel était adressé par mon père à Sierra, avec Brison en copie. Mes doigts ont survolé la souris. J'hésitais à ouvrir une porte qui, je le savais, mènerait à la catastrophe. Ma raison hésitait entre l'envie de faire demi-tour et le besoin de voir le plan de cette trahison. J'ai cliqué et les mots ont surgi à l'écran comme les plans d'une arnaque. Griffin à la maison, le travail. Il peut s'en occuper. Brison n'est pas prêt pour la paternité. Pas de politesse, pas d'excuses, juste des instructions froides pour entretenir l'illusion d'une ignorance béate. J'ai frappé du poing sur le bureau, faisant trembler la lampe et envoyant des reçus tremblants. La vérité éclatait au grand jour. Il ne s'agissait ni d'un hasard ni d'une commodité. C'était un plan calculé, ourdi par mon père, exécuté par Sierra et mis en œuvre par mon frère. Il l'avait planifié sous mon nez, utilisant ma propre confiance contre moi. Une période de ma vie, la plus longue que j'ai jamais connue, avait été un mensonge. Je me suis assis, la poitrine haletante, et j'ai passé mes mains dans mes cheveux jusqu'à ce que mon cuir chevelu me pique. Je pensais à chaque soir où Sierra rentrait fatiguée. Chaque fois. Le camion de Brison est arrivé sans prévenir. À chaque instant, j'avais choisi la foi aveugle plutôt que l'interrogatoire. Mon cœur battait la chamade à la prise de conscience d'avoir été complice de ma propre tromperie par ignorance volontaire. Un instant, j'ai envisagé de supprimer le courriel, de faire comme si je ne l'avais jamais vu, m'épargnant ainsi la douleur d'une confrontation. Mais un instinct plus profond, aiguisé par des années d'analyse de failles structurelles, m'avertissait qu'ignorer une fissure ne ferait qu'aggraver la catastrophe. Je devais tout documenter. Rassemblant les relevés GPS imprimés, les factures d'hôtel et le courriel lui-même, je les ai soigneusement empilés sur le bureau. Chaque document racontait sa partie de l'histoire et, ensemble, ils formaient le schéma directeur de la tromperie. L'ambition impitoyable de mon père, la trahison de ma femme, le pari désespéré de mon frère. Je feuilletais les pages, mémorisant les dates, les heures, le langage précis utilisé. Je ressentais le pouvoir de la connaissance. Un remède amer, mais un remède quand même. J'ai glissé la clé USB dans mon j'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai réalisé que j'étais debout depuis plus de 18 heures. Mon corps protestait, mais mon esprit était galvanisé par la concentration et l'indignation. J'ai quitté le bureau, les mains enfouies dans mes poches, d'un calme troublant malgré la tempête qui grondait en moi. La porte d'entrée s'est refermée avec un bruit sec derrière moi, et j'ai respiré l'air frais de la nuit, imprégné de sauge du désert et du léger bourdonnement de la circulation. Je me suis dirigé vers l'allée et me suis adossé au camion de mon père, fixant le reflet de la maison que j'avais construite de mes propres mains, les fenêtres luisant chaleureusement, comme inconscient du silence qui se déroulait à l'extérieur. Cette maison avait autrefois été mon couronnement,
un témoignage de mon talent et de mon dévouement. Maintenant, elle se dressait comme un monument à ma folie, me rappelant que les apparences peuvent être trompeuses. J'ai pensé à ma mère, Deirdre, la femme qui avait toujours vécu en retrait de cet empire patriarcal. Elle avait une force en réserve, un réservoir silencieux que je n'avais jamais exploité jusqu'à présent. Quand j'ai mis la main dans ma poche et que j'ai senti sur les bords de la clé USB, je savais que cette preuve était la clé pour obtenir son pouvoir. Non pas pour la vengeance, mais pour la justice et la clarté. Je me devais de démanteler cette façade, de laisser la vérité s'imposer face au mensonge. Et si cela impliquait de démolir tout ce qu'ils avaient construit, brique par brique, alors c'est ce que je ferais. Sous le croissant de lune, je suis rentré à l'intérieur, franchissant le seuil de la lumière de la vérité pour accéder aux couloirs obscurs de la trahison. La maison était silencieuse tandis que je montais l'escalier. Le seul bruit était le faible écho de mes propres pas sur le parquet. À l'étage, j'ai déposé la pile de documents sur le lit à côté de Sierra, une déclaration tacite de la confrontation à venir. J'ai éteint la lumière du couloir, plongeant la scène dans l'obscurité, et je suis resté près de la porte, rassemblant la détermination qui me manquait plus tôt. Ma poitrine s'est serrée tandis que les souvenirs de notre mariage flottaient dans mon esprit. Son sourire radieux sous la pergola que j'avais construite. Mes vœux résonnant parmi les poutres qui l'encadraient. Ces souvenirs me semblaient des ruines maintenant. Vestiges d'une foi anéantie. Le sommeil me fuyait à nouveau. Au lieu de cela, je fixais le plafond, traçant les fissures dans le plâtre et imaginant celles des relations familiales. Je réfléchissais au poids de la responsabilité que je portais désormais, non seulement pour mes propres sentiments, mais aussi pour les répercussions qui se répercuteraient sur toutes les vies liées à la mienne. Je sentais le poids des décisions me tirer vers le bas comme une ancre dans une mer déchaînée. Pourtant, j'étais déterminé à ce que, dès l'aube, je ne sois plus le bâtisseur naïf se fiant à des fondations instables. J'affronterais les architectes de ce mensonge, exigerais des explications et déciderais si je reconstruisais ou si je reprenais un nouveau départ. Lorsque les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les rideaux, je pris mon téléphone et composai le numéro de ma mère. J'entendis sa voix douce à l'autre bout du fil avant de parler et je marquai une pause, luttant pour me calmer. Puis je dis, « Maman, j'ai besoin de ton aide. » Il s'agit de papa, Sierra, Brison et moi. Le silence qui suivit fut lourd de vérités non dites. Finalement, elle répondit, « Je suis là, Griffin. Dis-moi tout. » Et à cet instant, j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si l'on posait les outils lourds après une journée de démolition, sachant que la reconstruction pouvait enfin commencer. J'ai quitté Phoenix avant l'aube. L'air frais claquait à travers la vitre fissurée de mon vieux pick-up comme s'il m'appelait au jugement. La clé USB a brûlé un trou dans ma poche, se frayant un chemin à travers tous les secrets que j'avais découverts. Les journaux GPS, les reçus d'hôtel, le courriel de mon père ordonnant à Sierra de me tromper. Je me disais que j'avais besoin de la clarté de ma mère, mais la peur me serrait la poitrine comme un serpent. Prendrait-elle le parti de papa, ou reconnaîtrait-elle la même trahison qui me frappait dans les veines? Sa maison était située dans une impasse tranquille, ombragée par des eucalyptus, sa façade en stuc pâle inchangée depuis mes souvenirs d'enfance. Je l'avais toujours vue comme un refuge lorsque la voix tonitruante de papa faisait trembler la maison. Maintenant, j'en avais plus que jamais besoin. Maman a ouvert la porte avant que je frappe, comme elle le faisait toujours avec cette expression douce qui pouvait ternir. Tous les problèmes sauf aujourd'hui. Son regard brillait d'une lassitude plus vive. Elle jeta un coup d'œil à la tension dans mes épaules et au pli entre mes sourcils et s'écarta sans un mot. Le salon me semblait incroyablement petit, le canapé fleuri et la table ancienne en acajou soudain insuffisants pour contenir l'immensité de ce que je transportais. J'étais assis en face d'elle, le soleil de l'après-midi perçant à travers les stores mi-clos, peignant des rayures sur la clé USB, posée sur la table basse en verre comme une confession solitaire. Maman croisa les mains sur ses genoux et attendit, le silence si épais que j'en avais presque le goût. « J'ai besoin que tu regardes quelque chose, dis-je d'une voix basse et rauque après des jours de nuit blanche. Je glissai la clé sur la table comme si je lui tendais un rouge à lèvres. Elle l'observa un instant avant de lever la tête et de croiser mon regard. Je n'y vis aucune surprise, seulement un calme mesuré qui me fit pencher en avant, le cœur battant la chamade. « Il y a plus que tu ne peux l'imaginer, » continuai-je en jetant un coup d'œil à la porte derrière elle comme si c'était papa. Ça pouvait faire irruption à tout moment. Les journaux GPS du camion de Brison, les reçus de séjour d'hôtel, et je m'arrêtais, déglutissant difficilement, un email de papa demandant à Sierra de me tenir dans l'ignorance.
Il m'avait menti. Il nous avait tous menti. Le visage de ma mère resta indéchiffrable un instant, trop longtemps pour que je puisse le supporter. Puis elle se leva, lissa le PAN de son chemisier et se dirigea vers un tiroir voisin d'un buffet ancien dont je me souvenais de mon enfance. Lorsqu'elle l'ouvrit, ma traction hésita. À l'intérieur se trouvait un carnet rouge, dont la couverture en cuir était usée sur les bords, le genre qu'elle cachait toujours en présence de monde. Elle en parcourut le dos effiloché du bout du doigt. « Je tiens des registres depuis des années, dit-elle doucement en refermant le carnet et en se retournant vers moi. Ton père ne m'a jamais laissé parler, Griffin. Il a bâti cette entreprise. Il a bâti cette famille et il a établi des règles qui me réduisaient au silence. Je compris alors que sa paix avait toujours masqué une tempête. Et voir cette tempête monter dans ses yeux pour la première fois fit tourner le vent dans la pièce. J'aurais voulu lui demander des détails pour connaître l'ampleur des trahisons de mon père. Mais je sentais que ce moment exigeait de la patience. Elle prit le carnet rouge et le porta jusqu'à la table basse, l'ouvrant sur d'épaisses pages à l'écriture fine et précise. Elle feuilleta des années d'écriture, de contrats qu'il manipulait, d'actions qu'il transférait, de décisions qu'il prenait sans la consulter. Ces pages étaient les plans cachés de son empire, et elle avait catalogué chaque compromis, chaque affront, chaque mensonge. Mon silence a permis à cette maison de tenir debout, dit-elle d'une voix ferme mais résolue. Mais ton silence a préservé notre intégrité jusqu'à présent. Elle me regarda alors avec la même fermeté inébranlable que j'admirais en elle depuis l'enfance, et je sentis le poids des générations se déplacer sous nos pieds. Elle referma le carnet d'un claquement sec. Il t'a blessé, et il m'a blessé, mais je ne me tairai plus. Ces mots étaient doux, mais il y avait de l'acier sous eux, le genre d'acier qui maintient les poutres en place sous la tempête. Nous restâmes silencieux un long moment. Deux côtés d'une famille, liés. Par l'histoire et la trahison, enfin unis. J'ai repensé aux excuses creuses de Sierra, à la défensive de Brison, à l'arrogance de papa. Aucun d'eux ne comprenait ce que signifiait dire la vérité si profondément que le silence devenait un atout. Maman s'est levée et est allée au téléphone, composant un numéro que j'ai reconnu avant même qu'elle ne prononce son nom. Lorraine, a-t-elle dit. Il est temps. Moins d'une heure plus tard, ma mère et moi nous sommes retrouvés dans le bureau de papa, dans l'entreprise de construction, dont les murs étaient tapissés de plans et de collages de photos célébrant les victoires passées. Lorraine Hall, la directrice financière et la seule femme, avec maman, à avoir résisté au règne patriarcal de papa, est entrée avec son efficacité habituelle. Ses yeux se sont légèrement écarquillés en voyant la clé USB et le carnet rouge sur le bureau en acajou de papa. Maman m'a présenté et m'a tout expliqué succinctement, les relevés GPS, les reçus d'hôtel, le courriel incitant à la malhonnêteté. J'ai vu le visage de Lorraine se durcir en examinant les preuves. Son calme professionnel s'est transformé en une détermination farouche. À son retour d'une réunion du conseil d'administration, le cercle des dirigeants de l'entreprise s'était rassemblé et l'atmosphère était hérissée d'une attention que je n'avais jamais connue. Maman se tenait au centre, carnet rouge à la main, et lisait à voix haute des passages clés, ses transferts d'actifs secrets, sa manipulation des actions familiales, sa directive à Sierra. Elle n'élevait jamais la voix, mais chaque phrase faisait l'effet d'une boule de démolition contre le mythe de son infaillibilité. J'ai vu le visage de mon père pâlir, l'ouvrir pour parler et la refermer lorsque les membres du conseil d'administration ont échangé des regards silencieux. Lorraine s'est alors avancée, délivrant une notification officielle. Maman gelait tous les comptes joints, révoquait le pouvoir de signature de papa et restructurait la gouvernance de l'entreprise pour y inclure des comités de surveillance. Le silence stupéfait qui a suivi ressemblait au calme après une explosion. L'empire de papa, celui-là même que j'avais contribué à bâtir à force de sueur et d'intégrité, se fracassait. Brison, cherchant désespérément une explication, a balbutié des excuses hésitantes qui se sont évanouies face à des preuves irréfutables. Sierra s'est recroquevillée dans un coin. Honteuse et vaincue, des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Même papa, entouré de son avocat, semblait diminuer. La silhouette imposante que j'avais vénérée était réduite à un homme confronté aux ruines de sa propre création. À la fin de la réunion du conseil d'administration, je suis sorti sur le parking avec ma mère. Le carnet rouge sous son bras, comme un bouclier. Le soleil de l'Arizona brillait, mais le monde semblait nouveau, plus net, plus clair, purifié par la révélation. Je me suis appuyé contre le camion et j'ai expiré, sentant le vent chasser la poussière de la tromperie. Maman se tenait à côté de moi, sa silhouette témoignant d'une force tranquille s'élevant au commandement. Merci, ai-je dit,
même si les mots me semblaient trop faibles. Elle a posé une main sur mon épaule, le même contact qui avait apaisé les cauchemars de l'enfance, et a dit, « Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu avais besoin de voir la vérité, et je devais la dire. » À cet instant, j'ai compris à quoi pouvait ressembler la justice. Non pas la vengeance, mais le rétablissement de l'honnêteté, la destruction des mensonges et la reconstruction de la confiance sur des bases solides. Ce soir-là, en rentrant chez moi, la clé USB était usagée sur le siège passager et le carnet rouge était bien rangé dans le sac à main de ma mère. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai ressenti du soulagement plutôt que de l'appréhension. L'entreprise et la famille avaient surmonté la tempête de l'exposition. Et même si les cicatrices subsistaient, la voie à suivre était toute tracée. Sous la direction de ma mère et la supervision de Lorraine, nous allions reconstruire l'entreprise et nos vies, érigeant de nouveaux piliers de responsabilité là où la tromperie avait autrefois rongé. Le poids du marteau pesait toujours sur mes mains. Mais maintenant, je le maniais avec une détermination renouvelée pour construire un avenir fondé sur la vérité, la force et une justice qui ne pourrait plus jamais être réduite au silence. Le samedi soir arriva sous un ciel violet se transformant en crépuscule. Le péché de Msket et de Créasote flottait par les fenêtres ouvertes tandis que je me préparais à ce que je me suis dit que ce serait un adieu, non seulement à une illusion, mais à ceux qui l'avaient construite. Ma mère et moi avions convenu du plan plus tôt dans la semaine. Inviter tout le monde à dîner sous prétexte de célébrer la nouvelle de Sierra. La grossesse qu'ils croyaient être un secret que j'ignorais encore, puis j'ai lâché la bombe qui briserait leur complaisance. Ma mère s'est occupée de la liste des invités, papa, Brison, Sierra, notre directrice financière de longue date, Lorraine Holt, et moi. J'ai décidé de porter mes plus beaux atours, non pas pour la cérémonie, mais pour montrer que j'imposais toujours le respect dans les ruines. Mon blazer anthracite sur mesure pesait lourd sur mes épaules, rappel de l'autorité que j'avais l'intention de reconquérir. À l'intérieur de la maison, la salle à manger était transformée en scène. La longue table en chêne brillait sous un lustre que j'avais moi-même installé. Chaque couvert était décoré de porcelaine fine et de feuilles plates polies. Des centres de table en orchidées blanches et en feuilles d'eucalyptus filaient au milieu. Un contraste délicat avec les enjeux émotionnels qui se cachaient derrière. Ma mère supervisait les derniers détails. Un dossier à chaque place, scellé d'un ruban cramoisi contenant les copies du courriel et les reçus, imprimés en noir et blanc impeccable. Je restais à proximité, le cœur battant la chamade, tandis que je plaçais la dernière pièce maîtresse pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Quand la sonnette retentit, mon père entra le premier, impeccablement vêtu de son costume bleu marine, un verre de scotch à la main, une assurance suffisante irradiant de lui comme la chaleur d'une poutrelle d'acier. Il examina la table, acquiesça d'un signe de tête approbateur et m'offrit un sourire en coin. Je hochai la tête en retour, la mâchoire crispée par ma détermination. Sierra arriva ensuite, le visage pâle, les yeux creusés de fatigue et de culpabilité, comme si elle pressentait déjà la tempête que j'allais déclencher. Elle s'arrêta sur le seuil, esquissant un sourire tremblant avant de s'asseoir. Brison entra quelques instants plus tard, se passant la main dans les cheveux, scrutant la pièce à la recherche d'un réconfort dans l'expression apparemment placide de ma mère. Il se laissa tomber sur sa chaise en toussant gêné. Lorraine suivit, calme et professionnelle. Je feuilletai les dossiers avec un vif intérêt qui ma poitrine se serra. Debout au bout de la table, je levai mon verre d'eau gazeuse et attendis que le murmure s'estompe. Seul le doux bourdonnement des lumières du lustre et ma respiration régulière permirent de m'entendre. Merci à tous d'être venus, commençai-je d'une voix claire mais basse, la salle s'inclinant légèrement tandis que je m'adressais à ceux qui m'avaient trompé à chaque instant. Je sais que vous pensez que nous sommes ici pour célébrer une bonne nouvelle, mais ce soir, il s'agit d'autre chose. Je marquai une pause et croisai le regard de Sierra. Elle tressaillit, baissant les yeux vers ses mains jointes. Brison se pencha en avant, la confusion gravée sur son visage. Le sourire de mon père s'estompa, ses cheveux bruns se fronçant d'une curiosité prudente. Je me baissai et pris le dossier devant moi, dénouant le ruban cramoisi avec une précaution délibérée. Le léger claquement du papier, déchirant le silence, était plus dramatique que n'importe quel projecteur. Je fis glisser le dossier sur la surface polie, l'ouvrant pour révéler le courriel de mon père, bien en évidence. Qu'il croit que c'est le sien. Je m'éclaircis la gorge et lus. À voix haute, en insistant sur chaque mot. Griffin à la maison, le travail. Il peut s'en occuper. Brison n'est pas prêt pour la paternité. J'ai levé les yeux vers mon père.
Son visage s'est vidé de ses couleurs et j'ai ajouté, tu as envoyé ça à Sierra. Brison ayant reçu une copie du message, Sierra a porté la main à sa bouche. Ses lèvres ont tremblé dans un halètement silencieux. Brison est resté figé, les yeux écarquillés comme s'il découvrait le plan de sa propre destruction. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. La lumière du lustre a reflété le scotch qu'il tenait à la main. Et pendant un instant, il a ressemblé à un homme pris dans les phares d'une voiture. J'ai posé le dossier et porté mon attention au document suivant, les relevés GPS du camion de Brison effectuant des arrêts non autorisés chez nous. Je les ai posés à plat sur la table et j'ai laissé parler leur présence. Tu veux bien m'expliquer ça? Ai-je demandé d'un ton calme, même si mon cœur battait la chamade. Brison s'est léché les lèvres, la voix brisée, en disant, nous, toi et Sierra, papa, avons dit que je devais être là. Si elle avait besoin de moi. Elle était malade. Il jeta un coup d'œil à Sierra, qui secoua la tête, les larmes aux yeux, mais sans pouvoir s'exprimer. J'essayais juste d'aider, continua-t-il d'un ton las. Je l'interrompis en soulevant un autre papier. Des reçus d'hôtel au nom de Sierra. 2 nuits près de l'hôpital. Des gardes d'urgence, comme elle les avait appelés. Je suis infirmière, avait-elle dit. Parfois, je dois passer la nuit chez elle, avait-elle prétendu. J'ai lu les dates à voix haute. Les nuits où j'étais à une réunion client. Les nuits où je n'étais pas là. Chaque mot pesait lourd, brisant ses excuses comme du verre. Mon père finit par murmurer, Griffin, c'est plus compliqué. Mais ma mère fit un pas en avant. Un carnet rouge pressé contre elle comme un bouclier. Non, Marshall, dit-elle d'une voix froide et inébranlable. C'est simple. Vous avez comploté dans le dos de votre fils pour vous assurer la loyauté de sa femme et donner de l'allure à Brison. Vous avez joué avec leur confiance et vous avez perdu. La force de ces mots résonna dans la pièce. La bouche de papa se tordit, son regard se fixant sur le carnet de ma mère comme s'il en craignait autant le contenu que le dossier devant lui. Lorraine, posée et professionnelle, prit la parole ensuite, avec effet immédiat. Je gèle tous les comptes joints contrôlés par Marshall Miles et restructure la gouvernance de l'entreprise pour y inclure un comité de surveillance. Sierra ajoute, et tout héritage lié à cette tromperie sera placé sous séquestre jusqu'à nouvel ordre. Sa déclaration sonna comme un coup de grâce dans le cercueil de la carrière de papa. Les épaules de papa s'affaissèrent et il s'affaissa sur sa chaise, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Sierra se couvrit le visage de ses mains, les épaules tremblantes de sanglots silencieux. Brison enfouit sa tête dans ses bras sur la table, l'héritage qu'il avait si imprudemment poursuivi s'effondrant autour de lui. Même les orchidées semblaient se faner sous le poids de la dévastation. Je refermai mon classeur de preuves et le glissai dans son enveloppe, comme si je démissionnais du procès. Une vague inattendue de compassion et de colère persista, mais elle était tempérée par la conscience que la tromperie blesse tous ceux qui y sont impliqués. J'éteignis le lustre et laissai la pièce s'éteindre. Les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres et les différents témoins de notre chute. J'en ai fini, dis-je doucement, la voix résonnant dans le silence. J'en ai fini d'être le fondement de vos machinations. Je laissai tomber l'enveloppe sur la table, tournai les talons et m'éloignai. Maman s'approcha de moi, sa main effleurant la mienne, une silencieuse marque de solidarité. Nous laissâmes les invités à leur incrédulité et à leur chagrin, sortant par les portes-fenêtres sur le patio où la nuit du désert embaumait la liberté et le renouveau. Sous le ciel étoilé, je laissai échapper un soupir que je n'avais pas réalisé tenir. Le poids du marteau que je portais me semblait plus léger maintenant, débarrassé du poids des mensonges des autres. Ma mère se tenait à mes côtés. Sa présence, un pilier solide après le drame. Nous observions la maison depuis le patio. Notre maison, autrefois symbole de mes rêves, était désormais un champ de bataille de charpente mise à nu. Je savais que les décombres à l'intérieur prendraient du temps à se dissiper. Des liens rompus par la trahison et remodelés par l'honnêteté. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai senti l'espoir renaître dans ma poitrine. Certaines maisons s'effondrent, d'autres brûlent, celles reconstruites sur la vérité tiennent à jamais. Et en regardant la table vide à travers les portes ouvertes, j'ai su que nous reconstruirions, non pas sur des mensonges ou des manipulations, mais sur le terrain solide de l'intégrité et du respect mutuel. Ce soir-là, la salle à manger était vide de célébration, mais pleine du véritable commencement. Le moment où la vérité est devenue la seule célébration digne d'être célébrée. Je me suis réveillé avant l'aube, le lendemain du dîner.
La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du grondement lointain de la circulation. Ma tête battait la chamade à cause du manque de sommeil et de l'excès d'adrénaline de la veille. Je me suis glissé dans la cuisine en pyjama et j'ai trouvé une bouteille d'eau à moitié vide dans le réfrigérateur. Et j'ai bu une longue gorgée, laissant le liquide frais apaiser ma gorge sèche. Les événements de la veille tournoyaient dans mon esprit comme des vautours. L'expression stupéfaite de papa, les larmes silencieuses de Sierra, la tête de Brison penchée sur la table, la détermination inébranlable de maman alors qu'elle démantelait l'empire bâti sur le mensonge. J'ai alors réalisé que même si j'avais retrouvé mon intégrité, les débris de la trahison jonchaient encore chaque recoin de ma vie. Il était temps de faire le ménage. À 18h, Lorraine est arrivée à la maison. Sa présence était efficace et prévisible, l'antithèse du chaos que papa avait semé. Elle portait une pile de documents, d'avis juridiques, de notes bancaires et de contrats de fiducie fraîchement tamponnés. Je l'ai retrouvée dans l'entrée où la lumière matinale filtrait à travers le vitrail, projetant des arcs-en-ciel fragmentés sur le sol en marbre. « Ta mère et moi avons procédé au gel hier soir », a-t-elle dit doucement en me tendant la première feuille. « Tous les comptes joints ont été bloqués. L'accès de votre père a été révoqué. Son autorité sur les ressources de l'entreprise est suspendue jusqu'à nouvel ordre. » J'ai hoché la tête, lisant les petits caractères, laissant la réalité s'imposer. Papa ne pourrait plus déplacer d'argent, signer de contrats ni exercer le pouvoir qu'il avait accumulé pendant des décennies. C'était l'équivalent d'un jugement de divorce, et une partie de moi ressentait une satisfaction sinistre à cette pensée. Ensuite, Lorraine m'a tendu une autre liasse de papier, les factures de loyer de Brison. Chaque facture indiquait l'adresse de notre maison familiale, la superficie de la chambre principale qu'il occupait sous de faux prétextes, et un loyer mensuel calculé au prix du marché pour le quartier. Elle a dit, votre mère a décidé qu'il valait mieux que Brison comprenne le véritable coût de ses actes. J'ai fixé ces chiffres, des chiffres qui semblaient autrefois abstraits, alignés à côté du nom de Brison. C'était plus une épée qu'une facture, une leçon froide déguisée en loyer. Ce qui m'a surprise, c'est l'absence de colère dans ma poitrine. Au lieu de cela, j'ai ressenti la reconnaissance solennelle que des conséquences étaient nécessaires, même pour la famille. Sierra descendit l'escalier juste au moment où Lorraine rangeait sa serviette. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval lâche, et elle semblait épuisée, mais plus lucide que je ne l'avais vue depuis le début de ce cauchemar. Elle marqua une pause en voyant les papiers sur l'îlot de la cuisine. « C'est ça », commença-t-elle, la voix tremblante. J'acquiesçai. « Maman a gelé les comptes hier soir », dis-je. Lorraine avait émis les factures de loyer de Brison ce matin. Elle se mordit la lèvre, jetant un coup d'œil aux factures comme si les chiffres pouvaient changer si elle les observait suffisamment. Je me demandais ce qu'elle ressentait. Regret, soulagement, honte ? Peut-être tout cela. Merci, murmura-t-elle à Lorraine avant que celle-ci ne me fasse un signe de tête et ne parte. La porte d'entrée se referma derrière elle et le silence devint plus pesant qu'avant. Nous restâmes là, ensemble, sans bouger pendant un long moment. Finalement, Sierra parla, la voix tremblante. Je sais que je mérite tout ce qui m'arrive. Son regard, j'ai jeté un coup d'œil à la bouteille d'eau que je tenais à la main. Je l'ai posée et me suis tourné vers elle, sentant le poids qu'elle portait. De la culpabilité, du chagrin, un désir de rédemption. Tu m'as menti, ai-je dit doucement. Toi, papa et Brison. Chaque nom avait un goût salé dans ma bouche. Mais je ne te déteste pas, le mot m'a surprise plus que prévu. Elle m'a regardé avec de grands yeux, comme si elle n'était pas sûre que je le pensais vraiment. Je sais, a-t-elle dit, les larmes aux yeux à nouveau. Et je suis tellement désolé, Griffin. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ses excuses tremblaient dans le silence. Je repensais aux nuits où j'étais rentré chez elle, dans son lit froid. Au matin où je l'avais trouvée distante et aux murmures frénétiques qu'elle avait émis lorsque j'avais découvert sa grossesse. Il avait peur que je le quitte. Il m'avait fallu des semaines pour faire le lien. Pourtant, elle se tenait là, exposée et vulnérable comme seule une personne qui vous avait trahi pouvait l'être. J'avais envie d'être en colère. Je voulais la chasser complètement de ma vie. Mais quelque chose dans son attitude, son ouverture face à la ruine, éveilla en moi une compassion réticente. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était, dis-je. Mais je ne suis pas prête à renoncer à reconstruire non plus. Elle hocha la tête, le soulagement se lisant sur son visage. Je ferai tout ce qu'il faudra, dit-elle. J'irai voir un thérapeute, une médiation,
tout ce dont tu as besoin. J'expirais lentement, réfléchissant à la voie à suivre. Reconstruire prendrait du temps. Tom, je n'étais pas sûr d'en avoir assez. J'aurais dû. Pour établir de nouvelles limites, renégocier la confiance et définir à quoi ressemblerait notre relation si elle devait survivre. J'ai attrapé la pile de factures de loyer et la lui ai tendue. Tu peux gérer ça comme tu veux. Je ne te demande pas de loyer impayé, mais je veux que tu prennes tes responsabilités. Elle m'a pris les papiers des mains, les doigts tremblants. Je le ferai, a-t-elle juré. La semaine suivante, la vie s'est installée dans une routine difficile. Le jour, je retournais à l'entreprise de construction, prenant mes fonctions de QPDG aux côtés de Lorraine, un rôle que j'ai accepté avec une humilité délibérée. Ma mère siégeait au comité de surveillance, son autorité discrète guidant les décisions avec une boussole morale qui nous avait fait défaut depuis bien trop longtemps. Entre les réunions du conseil d'administration et les visites de chantier, je retrouvais Sierra au petit matin, café à la main, dans un petit café près de l'hôpital où elle travaillait. Nous avons parlé de logistique, de la gestion des amis communs, de la façon d'expliquer la situation à la famille élargie, de la gestion de la coparentalité si la grossesse se poursuivait. J'écoutais ses projets, posant des questions et rappelant que l'honnêteté serait notre priorité. Elle m'écoutait aussi, absorbant chaque détail, désireuse de me prouver qu'elle était à nouveau digne de confiance. Les factures de loyer de Brison arrivèrent dans sa boîte aux lettres le lendemain. J'attendis quelques heures avant de la contacter et d'envoyer un bref message, « Vérifiez votre courrier. Prévenez-moi quand vous souhaitez me parler. » Il m'appela dans l'heure, d'abord sur la défensive, puis avec un ton contrit. Il avoua avoir envié ma stabilité, la vie que Sierra et moi avions construite, et que la peur de ne pas être à la hauteur l'avait poussé à nous exploiter. Il s'excusa à contre-cœur, proposant de payer le loyer, de trouver un autre logement, de faire amende honorable de toutes les manières possibles. Je lui dis que j'y réfléchirais, qu'il devait prouver sa volonté de changer dans les semaines à venir. À la fin de cette semaine, je me trouvais dans l'atelier par un vendredi soir tranquille, marteau à la main, examinant un tas de bois de récupération, résidu d'une rénovation récente. Les bords irréguliers me rappelaient des promesses non tenues. J'ai sorti une planche et me suis mis à la lisser avec une raboteuse, pensant au coût du béton et des fondations, au sens propre comme au sens figuré. Des fondations solides nécessitent plus que des matériaux robustes. Elles nécessitent le ciment de la confiance, le renforcement d'un dévouement constant et la vigilance nécessaire pour corriger les défauts avant qu'ils ne se transforment en fractures. Dans cet espace solitaire, le bourdonnement de la raboteuse était une bombe pour mes nerfs à vif, un rythme qui annonçait la création plutôt que la destruction. Lorsque j'ai enfin déposé mes outils et pénétré dans la pénombre de l'atelier, j'ai ressenti les premiers signes de lucidité. L'entreprise se stabilisait sous une nouvelle direction. Sierra respectait ses limites, se présentait aux séances de thérapie et aux conversations franches. Brison avait emménagé dans un appartement modeste, payait son loyer à temps et faisait du bénévolat dans un centre communautaire où il m'avait vu construire des maisons. Mon père était introuvable. Il s'était réfugié dans son bureau, son téléphone sans réponse. Mais c'était son choix. Les murs de son empire s'étaient effondrés, et je n'avais aucune envie de ramener les décombres sur mon terrain. En verrouillant la porte de l'atelier derrière moi, je sentis le poids du marteau se déplacer dans ma main, passant d'un outil de force à un instrument de création mesuré. Le coût du béton, réalisais-je, n'était pas seulement une question d'argent ou de main-d'œuvre. C'était une question de responsabilité. Désormais, chaque structure que je supervisais, chaque clou que je plantais porterait la leçon apprise. Cette intégrité est le matériau de construction le plus précieux qui soit, et une fois compromise, toute autre mesure de force devient vaine. Je me dirigeais vers le parking sous un ciel rose et or, prêt à reconstruire ce qui avait été brisé. Fondation après fondation, planche après planche, vérité après vérité. La salle d'attente de la clinique sentait l'antiseptique et les vieux magazines, les néons bourdonnants de la promesse de clarté que seul un technicien de laboratoire peut apporter. Je m'assieds à côté de Sierra, les papiers du divorce pliés sur mon genou, sa main et la mienne tremblant de la même anxiété qui me secouait les os. Les résultats ADN, autrefois une formalité scientifique, étaient devenus le boulet de démolition finale de l'illusion qui nous avait unis. Lorsque la porte étiquetée « Résultat de laboratoire » s'ouvrit brusquement, le regard de la technicienne nous parcourut avant de me remettre le formulaire d'un geste poli mais sec. Le souffle de Sierra s'accéléra tandis que je le dépliais, parcourant les mots qui allaient redéfinir notre famille à jamais, Brison Miles, père biologique. Les mots s'inscrivirent sur la page comme un titre,
et je sentis ma poitrine se briser sous le poids de la vérité. Sierra poussa un cri. Silencieux, et je lui serrai la main, sachant que ce moment, aussi brutal fût-il, était le seul chemin qui me restait pour reconstruire. À la fin de la semaine, Sierra avait fait un simple sac de voyage et emménagé dans l'appartement d'un ami à l'autre bout de la ville. Il n'y eut ni drame, ni cri, juste un échange de clés discret sur le porche tandis que je chargeais des cartons dans mon camion. Elle évita mon regard, se concentrant plutôt sur le trottoir sous ses pieds, les épaules voûtées comme pour se protéger d'un vent invisible. Je lui tendis la pile de documents que j'avais rassemblés, des recommandations de thérapeutes, des calendriers de médiation, des propositions de garde partagée, et la regardai les rangers dans un dossier d'un hochement de tête si discret qu'il passa presque inaperçu. Son au revoir fut un murmure. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être honnête. Puis elle se retourna et s'éloigna. Le soleil de fin d'après-midi projetait son ombre sur un terrain familier que je ne pouvais plus revendiquer. Je restai seul sur le porche, le marteau que je portais dans mon esprit plus lourd que tout ce que j'avais brandi sur un chantier, sachant que ce départ était une autre démolition que je ne célébrerais jamais, mais que je ne pourrais jamais éviter. Les appels de mon père commencèrent le lendemain matin, un carillon incessant d'occasions manquées pour lui de s'expliquer, de se justifier, de reconquérir une autorité qu'il n'avait plus. Sa messagerie vocale était une litanie de regrets. Mon fils, je ne voulais que le meilleur pour toi et ta famille. Parlons-en. Tu ne comprendras peut-être pas avant d'être plus âgé. Je les écoutais s'empiler sur mon téléphone comme un écho suppliant dans un entrepôt vide. Chaque message était plus désespéré que le précédent. Je n'ai pas rappelé un seul. Son empire était en ruine, son contrôle arraché par l'intervention décisive de ma mère. Alors que les semaines se transformaient en mois, le silence de papa est devenu la seule déclaration dont j'avais besoin. Un aveu tacite que ses ambitions avaient finalement dépassé la loyauté qu'il inspirait autrefois. Ma mère s'est empressée d'officialiser sa séparation. Déposant des papiers qui ont résonné dans les voies légales comme une poutre d'acier qui se brise, elle a signifié sa démission devant le siège de l'entreprise de construction. La conférence de presse s'est tenue sur les marches de l'esplanade, sous le logo de l'entreprise qui brillait autrefois de la fierté familiale. Des dizaines de journalistes étaient rassemblés, micros perchés comme des vautours, punaises suspendues au-dessus des bloc-notes. Maman se tenait à l'estrade, vêtue d'un blazer sur mesure, la posture inflexible, la voix basse et ferme, annonçant sa démission du conseil d'administration et son retrait de toutes les actions contrôlées par mon père. Je ne peux pas rester silencieuse, a-t-elle déclaré, alors que la tromperie mine l'intégrité de cette entreprise et la confiance de notre communauté. Ces mots ont transpercé l'air matinal et les flashs des appareils photo ont brillé tandis que papa, debout au fond de la foule, vêtu d'un costume éraflé, regardait la femme qu'il avait mise à l'écart reprendre possession de son propre récit et de son propre pouvoir. Au sein de l'entreprise, Lorraine et moi avons travaillé sans relâche pour stabiliser les opérations, en mettant en place des comités de surveillance et des structures de gouvernance transparentes pour remplacer l'autorité incontrôlée de la vieille garde. Nous avons remanié les contrats, rompu les liens avec les fournisseurs qui avaient cédé aux caprices de papa et lancé des initiatives de sensibilisation communautaire pour démontrer notre engagement renouvelé envers l'honnêteté et la qualité. Chaque réunion du conseil d'administration était le témoignage des dures leçons apprises. Chaque budget approuvait une affirmation de valeurs sur lesquelles nous refusions de transiger à nouveau. En tant que QPDG, je m'adressais au personnel, étage par étage, partageant la vérité sans phare de notre saga familiale, non pas comme des ragots, mais comme un avertissement sur la fragilité de la confiance. J'ai regardé nos chefs de projet et nos superviseurs de chantier dans les yeux, les exhortant à considérer la responsabilité comme le modèle de notre avenir. Leurs réponses, leur hochement de tête, leurs murmures d'approbation, leur vigueur renouvelée dans leur travail, faisaient l'effet d'une couche de mortier se posant entre les briques, nous liant à une structure plus solide que même papa ne l'avait imaginé. Le monde de Brison s'est effondré presque aussi vite que le nôtre. Il a perdu la BMW qu'il avait réclamée comme cadeau de fin d'études, a vu son compte en banque fondre à mesure que les factures de loyer s'accumulaient, et a découvert que son cercle d'amis qui avait courtisé son nom et son statut s'était éloigné lorsque le vernis s'est effondré. Ses appels étaient sporadiques, tous plus gênants les uns que les autres. Griff, je suis désolé, je cherche du travail. Puis-je rentrer à la maison? J'ai fixé des limites strictes. Il ne pouvait venir me voir le week-end qu'après avoir prouvé sa stabilité financière, et toute tentative d'exploiter nos ressources familiales serait sanctionnée par une expulsion immédiate. Avec le temps, il trouva un emploi de nuit dans un centre de distribution, troquant les nuits blanches sur le quai de chargement contre un minimum d'indépendance.
Notre relation ne se résuma pas du jour au lendemain. Le ressentiment et la culpabilité persistaient comme des taches tenaces. Mais en le voyant pointer seul, j'éprouvais une fierté prudente, la conscience que même des fondations fracturées peuvent donner naissance à une nouvelle croissance si on leur en donne l'occasion. Alors que l'été laissait place à l'automne, je passais devant les lotissements suburbains défrichés que nous avions autrefois supervisés ensemble. Les maisons à moitié construites, leurs ossatures se découpant sur un ciel bleu cobalt. Chaque projet me rappelait mon parcours. Autrefois constructeur de confiance égaré par une pourriture cachée, aujourd'hui homme chargé de déceler les défauts avant qu'ils ne s'enveniment. Je ralentis sur un chantier où de nouvelles poutres s'élevaient et se dressaient avec élégance. Des ouvriers martelaient et sciaient sous mon œil vigilant. Je grimpais au volant de mon camion, les outils à l'arrière cliquetant comme des fantômes d'erreurs passées et effleurant le volant. La route à suivre exigeait vigilance, inspection, contrôle de sécurité, offres honnêtes, communication transparente, pas de raccourcis, pas de recoins cachés. J'avais appris que le pire effondrement est celui qu'on ne voit jamais venir. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place un soir frais, lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, fredonnant doucement en préparant un